Alors, puisque nous sommes toujours dans cette sorte de complicité, cette sorte de proximité, l'intervenant qui va venir est peut-être le plus grand complice que j'ai jamais eu en littérature, puisqu'on a développé avec lui cette amitié que les gens appellent maintenant ami public. Dany Laferrière, qui se trouve ici, né en Haïti, débute une carrière de journaliste à l'hebdomadaire Le Petit Samedi Soir. Puis il part à Québec en 1976 en fuyant la dictature des Duvalier suite à l'assassinat de son ami Gasner Raymond. Il se lance alors dans l'écriture avec un roman choc, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, en 1985, publié. Célèbre, il devient le représentant d'une génération qui va révolutionner l'écriture du roman avec son autobiographie américaine. Il a reçu le prix Médicis pour l'énigme du retour. Dany Laferrière a construit aussi une œuvre patiente et puissante qui consiste à mêler avec grâce fiction et réflexion. Pour les cinémas, il a scénarisé et réalisé plusieurs films. Pour la jeunesse, il a publié une trilogie sur son enfance avec de magnifiques illustrations de Frédéric Normandin sur les thèmes inusités de l'amour, la mort, la politique. Et le 12 décembre 2013, il y a donc 2 ans et demi, 3 ans, Dany Laferrière a été élu à l'Académie française. Rassurez-vous, quand on élit votre ami à l'Académie française, vous ne le perdez pas, parce qu'il finit par revenir. Et son dernier ouvrage est Mythologie américaine, paru cette année chez Grasset. Et je suis très, très heureux qu'il ait accepté de venir. Il n'avait pas de choix, puisque c'est une amitié qui dure. Donc son intervention va s'intituler Haïti, présence africaine au pluriel, rupture et mythologie. Mesdames et messieurs, l'académicien Dany Laferrière. Bonsoir. Vous me voyez avec beaucoup de livres. Je vais les lire tous. Et rassurez-vous, c'est que je ne peux pas circuler sans livre. Ça me préserve, ça me console, ça me protège et ça me réchauffe le cœur. Je voulais lire des extraits, je n'étais pas au courant de la limite de temps, donc dois-je vous dire, je ne serai pas drôle, je serai scolaire, je serai lent. Ça fait peur. Alors, quand on m'a demandé de parler à cette manifestation, naturellement, c'est mon frère, j'ai dit oui aussi. J'aurais pu dire non parce que je n'aime pas penser. C'est-à-dire, à chaque fois, ça me rend fiévreux. Et quand j'entends les gens penser, quand je vois qu'ils ont tellement d'idées bien construites, alors avec une structure en plus, légère, souple ou lourde, selon certains, je me dis toujours, je ne pourrais pas faire ça. C'est pour ça que je n'écoute jamais les gens quand je fais faire une conférence. J'étais là, malheureusement, j'ai écouté la fin, j'ai dit, je ne pourrais pas parler comme ça, ce n'est pas possible. Je ne sais pas parler comme cela. Et donc, j'ai pris des notes comme ça dans le train, Genève-Paris, hier. Et pour répondre à cette question, rupture et nouvelle mythologie américaine, et je me suis dit que Haïti, c'est un pays fait de ruptures incessantes, avec l'espoir de fonder une nouvelle mythologie américaine. Et en répondant à ces questions, j'ai l'impression que j'ai répondu à une question que l'on me pose de plus en plus et que l'on se pose de plus en plus dans le monde. Pourquoi ce pays, avec 27 250 km², produit-il tant d'artistes, tant d'écrivains, chaque année il y en a un qui rapporte des prix, tant de musiciens, tant de peintres, tant de sculpteurs, les sculpteurs de la Grande Rue, les sculpteurs résistance. La question se pose vraiment de plus en plus. On l'entendait un petit peu, mais là, on l'entend vraiment qui fait écho dans le monde. Pourquoi ce pays? Et je me suis dit, c'est peut-être à cause de toutes ces ruptures. Et peut-être de cette mythologie invisible américaine que ce pays est en train de construire. Alors, rupture, je vais y aller de manière très concrète, l'un après l'autre. Rupture
D'abord, la première rupture, c'est une rupture avec le lieu. Ça, tout le monde l'a fait. D'une certaine manière, les esclaves ont traversé les mers dans des bateaux appelés des grillés pour arriver à Saint-Domingue. Ils venaient remplacer les Indiens, qui étaient les Arawaks et des Caraïbes, qui vivaient dans la colonie. Vous savez, les Caraïbes étaient mangeurs de la chair humaine. Donc, s'ils n'étaient pas venus, ils auraient mangé les Arawaks. Donc, il n'y aurait pas de problème. Et ils étaient venus pour remplacer ces Indiens qui ne pouvaient pas supporter le rythme infernal de travail de la colonie. Donc, on a déjà une rupture de lieu assez forte, assez évidente, passer de l'Afrique à l'Amérique et à Saint-Domingue. Une autre rupture est arrivée, la rupture avec la vie d'avant. Parce qu'on parle toujours de rupture de lieu, de l'Afrique à l'Amérique, mais on parle très rarement de rupture avec la vie d'avant. Donc, on imagine, bien sûr, qu'ils avaient une vie particulière, singulière, une vie qui leur était propre, et une vie collective aussi, qui était propre avec leur nation. Et donc, il y a une énorme rupture avec cette vie d'avant. Et cette rupture-là va être un petit peu réorganisée en rupture sous les plantations. C'est-à-dire on va mettre des Indiens de différentes tribus, de différentes cultures, de différentes classes. On oublie, il y avait des classes sociales. Et tout le monde n'était pas esclave. Donc, on va mettre tout cela sur la même plantation afin d'éviter qu'ils se mettent ensemble trop rapidement pour se révolter. Et naturellement, dès qu'on pose à l'humain, parce que moi, mon truc, c'est plutôt sur l'humain en général que sur les Noirs, dès qu'on pose à l'humain un problème, ils ne cessent que de trouver une solution. Donc, ils vont trouver une solution. Dans la chaudière de Saint-Domingue, ils vont inventer une nouvelle langue. Et le créole, très, très différent du français, même si on croit comprendre que 90% des mots peuvent être français, mais la structure est complètement différente. L'article est placé après le mot, et des fois, ça ressemble beaucoup plus au latin. Et rupture avec la vie d'avant, il y a encore une nouvelle rupture. Ce n'est pas une rupture, parce qu'il y en a eu à Saint-Domingue, mais une rupture, c'est la rupture, le fait de tuer. Le fait de tuer, c'est tout à fait simple, c'est commun à nous tous. Si nous ne le faisons pas, nous le ferons. Et c'est plutôt de tuer le maître. Ça, c'est autre chose. Tuer le maître, c'est plus rare. Alors, on se souvient, par exemple, en France, on a tué le maître une fois, et Louis XVI, ça a été un choc jusqu'à présent, on ressent ça. C'est énorme dans la société, ce choc, et de tuer le roi. Et donc, à chaque fois que sur la plantation, un esclave, durant la révolte de 1791, tue le maître, c'est un choc pour lui, énorme, parce qu'un tabou se construit. Donc, on a mis une distance entre lui et le maître, distance. Nous n'arrivons même pas à traverser le feu rouge des fois. Donc, voir tuer quelqu'un, voir tuer le maître. Donc, imaginez, c'est traverser le feu rouge à puissance 100. Alors, il a fallu tuer plusieurs maîtres pour régler la question un peu. Rupture de conditions qui remonte à une force. C'est-à-dire, on ne parle pas de conditions de passer de la classe ouvrière en économisant de l'argent et parvenir à un moment donné à une sorte de situation sociale un peu mieux, ou de passer... Enfin, on ne parle pas de cela, on parle de rupture de conditions, c'est-à-dire passer de la situation de bien meuble, selon le code napoléonien, à celui de citoyen. Et de par sa propre volonté, ce qui est nouveau. C'est-à-dire après avoir fait une guerre coloniale contre le colon, contre le maître. C'est énorme, cette rupture de conditions, parce que se rendre libre, devenir libre, c'est pensable. Mais devenir citoyen, après avoir été, pendant 300 ans, considéré par un article du Code noir comme étant un bien meuble, avant Napoléon, c'était la situation, après Napoléon, c'est la loi, comme étant un bien meuble, c'est-à-dire pas une personne humaine, devenir libre, puis devenir un citoyen, et même penser aux autres, puisque à peine indépendant, Haïti a reçu Simon Bolivar, qui l'a aidé, qui était épuisé, fatigué par toutes ces guerres, et qui était en situation d'échec. Ils l'ont recueilli pendant 3 mois, l'ont bourré de bananes, plantains, de riz, de trucs, hein. Et là, ils lui ont donné un bateau et des hommes en lui disant ceci. C'est le général Pétion. Le général Pétion, président de la Jeune République, a dit à Simon Bolivar, quand vous libérerez des pays, des peuples en Amérique latine, des esclaves, faites-le au nom de la Jeune République haïtienne. Donc il y a même plus que cela, il y a une pensée plus loin, une pensée émancipatrice.
C'est énorme. C'est énorme quand on va, par exemple, en Haïti, de voir, par exemple, que tout ce qui est bâti a été bâti par les Slaves. Que ce soit la citadelle La Ferrière, cet immense château, l'un des derniers d'ailleurs, qui soit à Citadelle, qui soit encore armé dans le monde, et a été bâti après le départ. C'est-à-dire le colon n'a pas bâti en Haïti. Tout ce qui est, donc toutes les traces, il n'y a aucune trace coloniale presque en Haïti. Donc ça aussi, c'est une rupture totale de conditions, de situations. Après 300 ans, l'esclave a prouvé que sa condition d'esclavage était un mauvais quart d'heure à passer. Alors que le colon, avec son église, avec ses théoriciens, ses idéologues, avec ses bourreaux aussi, avait établi que c'était un état permanent. Donc il y a un petit débat là-dessus. Donc se rendre indépendant et fonder une nation après 300 ans de conditions et terribles, ça a été une rupture énorme, que je pourrais appeler la grande rupture, celle qui a permis l'indépendance d'Haïti. Cette rupture-là est un étonnement de vivre dans une situation nouvelle. Après l'indépendance, on a tous rêvé durant la bataille qu'après, on va être libre, on va être heureux. Mais pour faire cette indépendance, il a fallu brûler les terres. C'est-à-dire, il n'y a plus de richesse. Et après, on a compris aussi que pour qu'il y ait une richesse, il faut qu'il y ait des esclaves. Il faut qu'il y ait de grandes propriétés et beaucoup d'esclaves pour travailler et qu'il faut qu'ils soient battus violemment. Donc on ne peut pas avoir cette richesse si on ne rétablit pas l'esclavage d'abord, et si on ne rétablit pas cette dureté-là, il faut des gens qui ont des expériences aussi pour vous battre, pour vous tuer, pour vous mettre en sang, pour vous faire peur, pour que vous puissiez travailler et faire cette richesse coloniale. Alors les types étaient un peu étonnés. Où est la richesse? On s'est battu pour quoi? On s'est retrouvé avec une terre brûlée. Donc c'est une situation terrifiante, d'autant plus que même cette petite proportion de terre, je peux dire, où l'on pouvait planter, eh bien, il y a des gens qui se disent « nous, on est légitimes, on est fils de colons ». Il a fallu diviser ça, il a fallu faire une guerre à l'intérieur pour dire à d'autres que, comme disait Dessalines, et si tout le monde se met à dire que la terre appartient à notre père français, et ceux qui viennent d'Afrique, dont les pères sont en Afrique, qu'est-ce qu'ils pourront dire en fait? Donc il a fallu une bataille à l'intérieur de la bataille. Et une autre bataille encore, rupture à l'intérieur de cette rupture-là. L'indépendance, qui est une grande rupture, n'a pas été la seule. Il y a eu rupture. Des gens ont dit c'est des petits bourgeois qui ont fait l'indépendance, regardez ce qu'ils donnent, ils prennent la place, et que nous, on veut la guerre perpétuelle. Petit Noël, sans souci, l'amour d'errance. Romaine la prophétesse est incroyable. Hein? C'est un type énorme. Il est toujours habillé en femme. Et il mène la guerre, il est chef de guerre. Il s'appelle lui-même Romaine la prophétesse. Donc tous ces types-là disent qu'il faut continuer la révolution, la lutte constante, sans arrêt. On n'a pas fini, il faut éliminer tous les propriétaires, noirs comme blancs. Hier blanc, aujourd'hui noir. Donc on est complètement... Et donc il y a eu la révolte des paysans. Paysans du Sud qu'on appelle les piquets, ils avaient des piquets. Paysans du Nord qu'on appelle les cacos. Il y a une incessante bataille jusqu'à aujourd'hui sur la question des terres en Haïti. C'est une terre convulsive, la terre haïtienne. Il y a aussi la question de la dictature. Cette dictature qui va s'installer, puisque ces gens ont fait l'indépendance, personne ne peut les diriger. Donc des gens se sont établis, ont monté des armées. Ils partaient du Nord, ils partaient du Sud, souvent du Nord. Pourquoi ils partaient du Nord, montaient des armées et rentraient à Port-au-Prince et prenaient le pouvoir? C'est parce que tout simplement, le Nord était la zone la plus riche. C'est là où les colons les plus riches vivaient. Ils avaient les terres, ils avaient la richesse, ils achetaient les esclaves les plus puissants et les plus intelligents. Et c'est de là qu'est partie d'ailleurs la révolte contre les colons. Et c'est de là que partiront aussi les nouveaux maîtres du pays. Alors ils arrivent comme ça, ils prennent le pouvoir et établissent un pouvoir fort, autoritaire, et une dictature, si l'on peut dire. Dictature étrange, parce que cette dictature va nous sauver de la névrose coloniale. C'est pour ça que Haïti est l'un des rares pays où il n'y a pas de névrose coloniale, parce que nous savons très bien que les Noirs peuvent du mal. Nous avons des dictateurs sérieux. 200 ans de dictature, on a oublié qu'il y avait un blanc. On a oublié qu'il y avait un blanc. Duvalier a tenté par une sorte de truc un peu étrange en disant qu'un dictateur noir vaut toujours mieux qu'un colon blanc. On a dit non, on veut ni de l'un ni de l'autre. Comme on dit en Haïti, merci papa. Donc vous voyez, c'est-à-dire que cette dictature a modernisé Haïti.
Parce qu'on est sorti de la névrose coloniale. Vous savez, la névrose coloniale, c'est la chose qui tue. C'est la queue de la comète. Elle dure très longtemps. Et quand les colonisés, si par hasard, par chance, patiemment, travaillés, ont pu sortir de la névrose coloniale, après, il faut dénévroser les colons. Il n'y a rien de plus long. Alors, je suis coupable, je n'aurais pas dû, mes pères n'étaient pas bien. C'est pour ça que d'ailleurs, je n'étais pas venu en France. Quand j'ai quitté Haïti en exil, j'étais allé au Canada parce que je n'avais pas envie de me trouver dans un pays où il faut consoler tout le temps les gens. Eh bien, on a eu des ruptures à répétition dans ce pays. Rupture, vous savez, c'est modernité, c'est situations absolument saccadées. 32 coups d'État, qui dit mieux? Il paraît que le Congo est derrière nous à 18, combien? 18 à peu près. 32 coups d'État, qui dit mieux? 32 coups d'État, on se moque d'Haïti, 32 coups d'État, mais ça veut dire pays qui n'accepte pas l'ordre des choses. 32 fois, on a contesté l'ordre. Ça ne veut pas dire seulement 32 dictateurs militaires, ça veut dire 32 fois les gens n'ont pas accepté, sinon on aurait fait un seul coup d'État. Comme la Chine, comme la France, jusqu'en 89. C'est en 89 que la France a fait un coup d'État. Donc, imaginez, donc, il n'y aurait pas eu 32. Donc, à répétition, sans compter les répétitions et les ruptures de catastrophes. Donc, vous voyez, ce pays convulsif va produire une littérature. Et c'est là, par exemple, l'un des premiers, étrangement d'ailleurs, le premier poème créole et peut-être l'un des premiers textes de la littérature haïtienne est un poème en créole écrit par un blanc, c'est-à-dire un créole. Vous savez, un créole, ça veut dire blanc vivant dans la colonie, blanc né dans la colonie. Donc c'est un créole, ça s'appelle « Lisette quittait la plaine ». Et naturellement, c'est un poème élégiaque. On suppose que ce créole n'était pas très, très séduisant. Et la jeune fille était très, très, très jolie. Elle n'est pas bête non plus. Elle a quitté ce type pour aller en ville. Et lui, il pleure. Il pleure. Et, enfin, Lisette quittait la plaine. Mon père dit bonnet à moi. J'ai moins semblé fontaine. Depuis mon pas miréoué. Le jour quand mon coupé canne, mon songé zamou à moi, la nuit quand mon dans cabane, dans drani mon quimbétroué. Bon, alors, ça donne, Lisette, tu fuis la plaine, mon bonheur s'est envolé, mes pleurs en double fontaine, sur tes pas ont coulé. Le jour moissonnant la canne, je rêve à tes doux appâts, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Un songe dans ma cabane, la nuit te met dans mes bras. Mais étonnamment, je préfère le texte créole, même si c'est un créole un peu... Parce qu'il est plus direct, il ressemble plus à Villon. Parce que là je pense, c'est Moreau de Saint-Méry quand même, c'est pas rien. C'est le grand descripteur de la colonie qui a traduit, mais il a traduit dans la langue de son époque, qui est une langue un peu trop lyrique, alors que la langue haïtienne était déjà moderne. Alors... Et donc, Lisette quittait la plaine, vous voyez bien que c'est une rupture aussi de se faire dire sa poésie dans son essence, c'est-à-dire l'amour, le désir, enfin, la peine, la mort, tout, et par un créole, un blanc français, qui est le premier texte qui a été d'ailleurs mis en musique par Jean-Jacques Rousseau. Et donc les premiers écrivains, et naturellement la littérature a suivi un peu tout ce mouvement politique que je vous ai dit là, les premiers écrivains, ils se sont mis à imiter naturellement, ce qui est naturel, les poètes français. Et l'un des poètes, d'ailleurs, le plus aimé un peu partout dans le monde, parce qu'il a fait les fables, c'est La Fontaine. Tout le monde aime imiter, il y a quelque chose de jouissif dans La Fontaine, de très amusant dans La Fontaine. Et donc, c'est ainsi que Jules Solly-Missant a imité les fables de La Fontaine. Mais les premiers grands textes, j'allais dire littéraires haïtiens, ne sont pas des textes écrits comme étant littérature. On oublie cela. Souvent, les grands textes ne sont pas des textes qui sont dits littérature. Bois-en-Tonnerre, son nom le dit bien. Il était dans une autre pièce quand Dessalines trouvait que le texte écrit pour l'indépendance d'Haïti, le fameux discours du 1er janvier, était un peu plat. Il a été écrit par un homme honnête, juste. Il s'appelle Juste Chanlat, d'ailleurs. Mais c'était un peu tiède. Chanlat, c'est un homme qui aime penser. Donc, il essaie de dire un peu, les Français, c'est pas si mauvais. C'était pas le moment. Bois-en-Tonnerre, énervé, et crie. Il n'ose pas parler devant Dessalines, mais il était dans l'autre chambre. Il dit, pour écrire l'acte de l'indépendance, il nous faut la peau d'un blanc pour parchemin, son sang pour encre,
son crâne pour écritoire et une baïonnette pour plume. À ces mots, Dessalines dit « Boiron, je te charge d'exprimer mes sentiments à l'égard des Blancs ». C'est un texte que tous les enfants connaissent par cœur, ça fait partie. Quand on le dit, on ne voit pas vraiment de blanc qu'on va prendre. Non. On voit les mots comme les enfants disent les gros mots. Personne n'a envie de tuer un blanc. De toute façon, on a gardé beaucoup de blancs, les Polonais sont restés, et complètement, les pharmaciens. La femme de Dessalines a caché beaucoup de Français dans son truc. La parole de Toussaint Louverture. Ah non, mais ah non, si c'est comme ça, je m'en fais. Non, sous son lit. La parole de Toussaint Louverture aussi, qui est une parole, l'a-t-il dit, bon, on n'en sait rien, les paroles de la mythologie sont comme ça. Et c'est quand on l'embarquait pour aller en France comme prisonnier, on l'a entendu dire, enfin, et celui qui l'a noté n'était pas né, mais il l'a entendu. Et on l'a entendu dire, en me renversant, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs, mais il repoussera par les racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Cette phrase, je l'entendrai à ma mort, je l'ai appris comme tous les enfants d'Haïti. Si j'étais en Haïti, en me renversant, toute la salle aurait dit parce qu'on le connaît. Ce sont les phrases qui fondent, ce sont les vrais textes littéraires d'une société. Elles ne sont pas établies comme étant de la littérature, mais au fait, alors tu me dis, hein, et qui annonce... Et tout ça annonce les poèmes d'Antoine Innocent. Antoine Dupré plutôt. Antoine Dupré a écrit des poèmes historiques qui ressemblent à la Marseillaise et tout. Et puis il y a eu cette imitation de la littérature française, le Parnasse et tout, jusqu'à ce que les frères No disent « c'est assez, ça suffit ». Il y a un paysage autour de nous, il y a une faune, une flore, il y a des gens. Nous allons écrire à partir de ça. Alors ils étaient trois frères No. D'ailleurs, si célèbre que le premier prix Goncourt français, le type a changé son nom pour prendre le nom de No. Oui, en hommage à cet écrivain qui a écrit ce manifeste avec ses frères, Ignace No. Alors Ignace No avait en face de lui, il y avait les Ardouin qui habitaient là, trois frères aussi, Coriolan Ardouin le poète, Céligny Ardouin, celui qui défait et fait tous les présidents, et Bobo Ardouin, le grand historien, j'allais dire bourgeois, ça veut dire que tous les gens qui sont dans ces livres sont des bourgeois. Et oui, quoique l'histoire haïtienne a été faite par la classe bourgeoise. Mais c'est un très grand historien, 12 volumes. Alors, il y a en face, à côté, ses cousins, les frères Lespinasse, Beauvais-Lespinasse. Et puis, toute cette petite rue, ce petit quartier, ils ont fondé peut-être l'école avec la plus grande rupture de l'époque, l'école de 1836. Cette école-là, d'ailleurs, que les gens de la créolité, la Martinique, Guadeloupe, ont repris dans les années 80. C'est cette école qui disait qu'il faut... Et puis, on a continué comme ça, sans arrêt, jusqu'à ce que Zerviller, parce qu'on était pays de rupture, dit « Il ne suffit pas de mettre le mot palmiste au bout d'une méchante rime pour faire un bon vers. Arrêtez-moi cette histoire de colère locale. On a une âme aussi. » Il a écrit son grand poème « Les 10 hommes noirs », où 10 hommes se réunissent dans un endroit fermé pour dire leur misère, leur désespoir, leur espoir aussi, et l'un de Franck se suicidera. Donc on est rentré dans une zone absolument éthérée, qui est allée très loin, jusqu'à Demesvar Delorme, qui a écrit des romans dont les personnages vivent à Venise et sont des Turcs, où aucun de ces personnages des romans de Demesvar Delorme n'était des Haïtiens, pour montrer comment on a fait des ruptures. Avec Demesvar Delorme, qui a fait cette rupture extraordinaire, et on a continué ainsi jusqu'à ce que l'école de la génération de la Ronde est arrivée, avec Frédéric Marcelin, Fernand Hibert, Justin Lérisson, que j'ai appelé l'école, j'allais dire, du rire. Justin Lérisson rit gras, Frédéric Marcelin sourit, et Fernand Hibert rit jaune. Rit gras, parce que toute cette désopilante histoire de la famille Petite-Caille, vous les lisez, vous roulez par terre. Sourit, Frédéric Marcelin a toujours quelque chose, ses phrases, c'est une critique de la société, mais assez douce. Et Fernand Hibert, critique de la bourgeoisie, bourgeois lui-même, il n'y a qu'un bourgeois pour critiquer bien la bourgeoisie, on le verra avec Marie Sauvette, à Mon colère folie, critique de la bourgeoisie féroce, sans concession, implacable. Naturellement, il a perdu sa femme. Et là, il faut dire aussi que, quand même, pendant que tous ces gens-là péoraient en français, péorer n'est pas négatif dans mon sens, il y a un fleuve souterrain qui n'a jamais cessé, qui est la littérature créole.
qui passe en dessous sans arrêt, qui est souterrain parce qu'ils n'ont pas d'argent pour prendre, disons, l'euro du pavé. Et ils n'ont pas de subventions aussi, puisque l'État est toujours un peu francophile. Et même si, et d'ailleurs, la langue officielle de l'État haïtien était le français, le créole étant la langue parlée par tout le monde. Bizarre, hein? La langue parlée par tout le monde n'est pas la langue officielle. Que vous le dites, non. Et là, on est tombé dans cette évasion avec Demisvar de l'Homme jusqu'à ce qu'en 1928, Jean Price-Mars, le docteur Price-Mars, dit, bon, maintenant, ça suffit, ce bovarisme collectif. Bovarisme collectif, ça veut dire qu'une société carrément vit comme si elle n'était pas à l'endroit où elle se trouve. Ce que Glissant appelle le lieu est incontournable. Vous ne pouvez pas vous échapper au lieu. Il y a un lieu qui existe. Et ainsi par la langue devient le plus grand événement littéraire et intellectuel de l'époque. Le docteur Price-Mars a vécu assez longtemps pour voir son livre porté au nu par la jeunesse de 1930 et devenir en même temps le manifeste de la dictature de Duvalier. Un bon écrivain ne doit jamais vivre trop longtemps. C'est parce que sinon, vous verrez la même chose se retourner contre vous. C'était quoi Ainsi par la langue? Ainsi par la langue, c'est une série de conférences que le docteur Mars a fait un peu partout dans Haïti, dans le pays, en province, pour essayer de revigorer. Quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'élite, la vocation de l'élite, et tout à l'heure, que l'élite se retrousse les manches pour essayer de donner le coup d'envoi. Donc c'est ce qu'il voulait faire avec Ainsi par la langue. Des jeunes gens, des jeunes étudiants à Paris, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, et le Guyanais, Damas, ont lu avec beaucoup de fièvre ça. Regardez ce que Senghor dit à propos. C'est son livre à Price-Mars. Senghor dit, au bout de ma quête, je devais retrouver Alain Locke et Jean Price-Mars, et j'ai lu Ainsi par la langue d'un trait comme l'eau de la citerne. Au soir, après une longue étape dans le désert, j'étais comblé. En 1930, 1928, le livre est paru. 1930, et Senghor l'a lu, et Césaire l'a lu. Et le mot négritude s'y trouve, en plus. Donc on se demande pourquoi on n'a jamais cité Jean Price-Mars comme le père de la négritude, puisque non seulement il en était le père avec Ainsi par la langue, mais il se trouvait dans le pays où Aimé Césaire disait que c'était le pays où pour la première fois la négritude s'est mise debout. Il pensait à l'indépendance d'Haïti quand il a dit cela. Donc je pense que je ne peux pas aller plus loin, puisque la situation est devenue terrible, mais je vais quand même vous présenter, au moins physiquement, les livres dont je vous aurais lu des passages, si c'était moi, le professeur au Collège de France. Alors, je vous dis... Alors, Jacques Roumain, gouverneur de la Rosée, les Haïtiens l'ont élu comme leur plus grand roman, et pour une fois, ils ont raison. La plus grande, à la mort de Jacques Roumain en 1944, le Nouvelliste reçoit un article très long de jeune homme de 22 ans. L'article commençait ainsi. Les peuples sont des arbres, ils fleurissent à la belle saison et des florescences en floraison, la lignée humaine s'accomplit. Il avait 22 ans. Un long article, le lendemain de la mort, il s'appelle Jacques-Stéphane Alexis. Il a écrit Compère Général Soleil, 5 romans avant d'aller mourir bêtement sur les rives de la dictature de Duvalier avec quelques amis, pensant renverser la dictature par les idées. Et Magloire Séthaude, la plus grande rupture en poésie dans la Caraïbe, anglaise, espagnole ou autre. Et je ne peux pas vous dire ce que Breton en a dit, mais il a dit qu'on ne peut trouver que Nerval en France pour le comparer. D'Avertige, juste une chose. Ce poème de D'Avertige, à 16 ans, Oma Barigor, en un mot, Oma Barigor, c'est un mot qu'il a inventé, le nom d'un endroit. Oma Barigor, la ville que j'ai créée pour toi, en prenant la mer dans mes bras et les paysages autour de ma tête. Toutes les plantes sont ivres et portent leur printemps sur leurs tiges que les vents bâillonnent au milieu des forêts qui résonnent de nos sens. Des arbres sont debout, qui connaissent nos secrets. Toutes les portes s'ouvrent par la puissance de tes rêves. Chaque musicien a tes sens comme instrument et la nuit en collier autour de la danse, car nous amarrons les orages au bras des ordures de cuisine. La douleur tombe comme les murs de Jéricho
les portes s'ouvrent par ta seule puissance d'amour. Au Mabarigor, où sonnent toutes les cloches de l'amour et de la vie, la carte s'éclaire comme ce visage que j'aime, deux miroirs recueillant les larmes du passé et le peuple de l'aube assiégeant nos regards. 16 ans. Merci.